Ça tourne. Bonjour, bonjour à tous. Extrêmement ravi de vous retrouver. Je l'espère en bonne forme. Vous qui prenez quelques minutes pour écouter ces enregistrements de temps à autre, enregistrements qui traitent pour chacun des siècles des réalisations, personnages, événements qui l'ont marqué d'une empreinte indélébile. Nous sommes déjà rendus au 8e siècle aujourd'hui, le 8e siècle qui est concerné, et c'est peut-être l'heure de faire un rapide bilan. Je ne vais pas vous cacher, on ne va pas se mentir, c'est pas une réussite en termes d'audimat, on va dire, et d'audience, mais comme on dit, mieux vaut la qualité que la quantité. Et en espérant effectivement que les vidéos vont tourner, que ces informations historiques vont pouvoir plaire à un maximum de personnes. Le but, c'est, vous l'aurez compris, hein, c'est pas d'être chirurgical. Hein. Je prétends pas être un historien très pointu. Le but, c'est pour chaque siècle déterminer une information, peut-être que les gens ont mis de côté, ont oublié, pour le mettre au goût du jour, en discutant. Alors au départ, je me suis déplacé, j'ai pu rencontrer des personnes très intéressantes, comme par exemple pour le 1er siècle, j'ai été voir le père Benoît de la cathédrale Saint-Julien ici au Mans. Pour le 2e siècle, j'ai rencontré également mon ami Christophe Colomental, que je salue, à Paris, et avec qui nous avons discuté de Ceylon et de l'invention du papier. Donc là, après, j'ai choisi de faire des vidéos plus courtes et sans avoir forcément une personne que je rencontre et que j'interviewe. Mais il y en aura dans le futur si Dieu le veut. Donc, le 8e siècle. Le 8e siècle, avait vu le Ghana, l'empire historique, pas le pays contemporain, arriver à son apogée. La dynastie des Cissé Tonkara, et notamment un certain Kaya Magan Cissé, va en toute fin du 8e siècle refouler les étrangers berbères qui s'adonnaient depuis 734 au trafic d'or, mais aussi d'êtres humains. Entre le Ghana, donc, et le Sigil Massa, c'est une ancienne cité du Maroc près de Marrakech. Malgré tout, le voisinage aidant, le pays de l'or, encore peuplé majoritairement de populations animistes et qui appelait leur pays Ouagadou, va, à partir de sa capitale Koumbi-Salé, aujourd'hui disparue, organiser une armée de 200 000 guerriers, dont plus de 40 000 archers. Une garde impériale, mais également de nombreux mercenaires issus des territoires vassaux, parmi lesquels des cavaliers, chameliers, berbères, etc., dans la foulée d'un accroissement irrémédiable du commerce transsaharien entre l'Afrique du Nord musulmane et les savanes d'Afrique occidentale. Entre 755 et 763, l'Empire du Milieu connaît une guerre civile et expérimente une levée d'impôts conjuguée à des conscriptions si pénibles que les paysans vendent leurs terres aux grands propriétaires malgré l'interdiction, formant un immense prolétariat à demi-esclave. Ceci n'empêchera pas la ruine de l'État chinois une vingtaine d'années plus tard, et qui dès lors se met à confisquer une partie des biens des marchands, provoquant l'écroulement du commerce et l'avènement des émeutes. Virgile de Salzbourg, ou Virgie plus simplement, moine irlandais du 8e siècle et évêque à Salzbourg en Autriche et saint de l'Église, énonce une première théorie des antipodes vers 740. Passionné d'astronomie et de géographie, il soutient une thèse avant-gardiste pour l'époque. Il y aurait des hommes aux antipodes. Un point diamétralement opposé à un autre. C'est ça, l'antipode. C'est que ces points ne sont pas si nombreux que cela
sur la Terre, seulement 4% de la surface du globe en est pourvue. Au niveau architectural, le 8e siècle se singularise par 8 décennies de construction ou reconstruction de mosquées. On n'oubliera pas que le siècle précédent avait vu la naissance de la religion islamique, et donc la mosquée du prophète Mohammed à Médine sera étendue sous le règne du calife Al-Mahdi durant la seconde moitié du 8e siècle. Puis, l'une des nombreuses reconstructions de la mosquée de l'Ascension Al-Aqsa à Jérusalem, cette fois par le calife Al-Mansour. Nous sommes en 754 et cela fait suite à un tremblement de terre. Suivra la construction par Abd ar-Rahman Ier de la grande mosquée de Cordoue dès 787 en lieu et place d'une basilique chrétienne. Mais aussi, entre 768 et 855, l'essor de l'architecture carolingienne, à travers l'édification de pas moins de 27 cathédrales, 417 établissements monastiques et 100 résidences royales. Et c'est ce sacré Charlemagne et de son empire carolingien dont j'ai décidé, fidèle aux auditeurs, de parler aujourd'hui. Cet enregistrement peut s'écouter en mode podcast détendu tout en vaquant à ses occupations via la plateforme Patreon ou de manière plus concentrée en format vidéo sur YouTube en profitant des belles images de Cyberlink. Le roi Charles, bref révision d'histoire du cours moyen. Carolus Magnus, transcription latine de Karl le Grand, du peuple européen des Francs, né à Aix-la-Chapelle vers 740, devient roi dans la lignée des Carolingiens, puis empereur en l'an 800, après avoir vassalisé ses voisins, notamment les Lombards. Son père, Pépin le Bref, règne quand même 17 ans, même si pour un monarque, cela reste relativement court, vous en conviendrez. Le règne de Charlemagne, marqué par des conquêtes, comme il se doit chez tout bon empereur digne de ce nom, a assuré le regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale et posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens. Voilà pour mes souvenirs d'école. On va bien sûr un petit peu développer, mes chers amis. Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe. L'Allemagne et la France, tous deux, se considérant comme son héritier, à travers le Saint-Empire romain germanique pour l'an et la dynastie capétienne pour l'autre. Il restaure tant bien que mal en semblant d'État sur un territoire d'environ 1 million de kilomètres carrés, peuplé d'une quinzaine de millions d'habitants, partant des fleuves de l'Èbre en Espagne jusqu'à l'Elbe en Allemagne et jusqu'au Tibre en Italie. De cette construction plutôt fragile, simplement unie par la foi catholique et l'allégeance au pape, vont surgir les grands États donc qui vont faire la grandeur de la civilisation européenne au millénaire suivant. Roi franc, devenu maître de l'Europe, Charlemagne fonda donc l'Empire d'Occident au sein duquel s'élaborèrent les nations françaises, allemandes, italiennes. Figure tutélaire du monde chrétien de l'époque, il fait de son action au service de la foi l'essence même de sa politique. Mais la méthode de l'empereur, qui convertit les Saxons par l'épée plutôt que par la prédication pacifique de l'Évangile, questionnera certains. La Vita Caroli Magni, œuvre plutôt complaisante de Enart, écrite plusieurs décennies après son règne, est considérée comme le premier exemple de biographie d'un roi d'Europe, présentant Charlemagne uniquement de manière favorable, d'où l'avalanche hypercritique remettant en cause la véracité des faits relatés. Dans cet esprit, et selon certaines légendes ou mythes, il y aurait le Charlemagne de la société féodale, le Charlemagne des reconquêtes, le Charlemagne inventeur de la couronne impériale, le Charlemagne mal canonisé mais tenu pour véritable saint de l'Église,
Et enfin, le Charlemagne des bons écoliers. L'empereur, à la barbe fleurie, constamment en guerre, ne passe pratiquement pas un été sans combattre, et ce, dans toutes les directions. Son règne ne sera marqué que par 3 petites années de paix. On peut mieux faire. Ses ennemis, les Saxons païens de Germanie, parce que païens. Les Bretons et les musulmans d'Espagne, car ils étaient source d'insécurité à ses frontières. Et les Lombards qui, eux, guettaient la papauté. Soutien zélé de la chrétienté occidentale, Charles déposera le roi Didier en 774 dans la Pavie, leur capitale près de Milan. Son fils Pépin devient premier roi d'Italie et lui, celui des Francs. Essuyant difficulté sur difficulté face aux Almoravides d'Espagne d'abord, il parvient à initier la Reconquista dans une logique défensive. Quant aux Saxons, terreur du royaume franc depuis au moins Clovis, il use de méthodes barbares contre eux, fatigué qu'il était par 10 années de campagne sans succès. Il fait décapiter 4500 prisonniers saxons au sud de Brême en Allemagne, durant l'année 782. Mais les Saxons se révéleront coriaces, et ce n'est qu'au prix d'intenses déportations de population que les rébellions cesseront enfin. Un capitulaire publié en 785 par le roi des Francs annonce: tout Saxon baptisé qui cherchera à se dissimuler parmi ses compatriotes et refusera de se faire administrer le baptême sera mis à mort. Enfin, dans la catégorie des opérations spéciales de l'armée franque, celle de 796, consistant à braquer la résidence du Khagan. Le Khagan, c'est le chef des redoutables Avars, des nomades d'origine turque établis dans la plaine de Danube. La pêche sera bonne, puisque de fabuleux trésors, objets en métal précieux, seront récupérés et partiront décorer Saint-Pierre de Rome et d'autres grandes églises, tout en rémunérant les compagnons du roi. Charlemagne est à la base du découpage territorial que l'on connaît encore aujourd'hui. Le comte, compagnon du roi, administre pour lui les comtés, pendant que les futurs départements, à partir de la Révolution française, au nombre de 250, les pagies, à l'époque, sont créés. Il délègue fréquemment ses proches dans les pagies, ses représentants ou missi dominici, c'est-à-dire envoyés du maître, vont 2 par 2 et surveillent l'un l'autre, l'un étant comte et l'autre évêque. Le roi légifère beaucoup pour améliorer la gestion quotidienne des domaines agricoles, pour imposer les réformes ecclésiastiques et conformer les mœurs, en particulier le mariage, au canon chrétien. Sous Charlemagne, et grande nouveauté par rapport aux périodes antérieures, lois et décrets sont écrits au lieu d'être simplement transmis par voie orale. Ceci permet l'essor des textes juridiques. Les capitulaires, divisés en articles ou chapitres, comme les lois actuelles. Avec la réorganisation de l'administration et les capitulaires, dont certains fixeront les lignes directrices du système carolingien afin de réglementer tous les compartiments de la vie du royaume par le droit. Mais au fait, ce sacré Charlemagne serait-il vraiment l'inventeur de l'école? A priori non. L'Égypte ancienne enseignait déjà 3 millénaires avant notre ère et le mot école lui-même provient du grec. Il est en revanche le premier souverain à légiférer en 789 avec le texte de l'Admonitio Generalis. Le clergé devant être formé en latin de préférence afin de traduire les livres religieux d'abord et pour ensuite éduquer le peuple. C'est le fondement de l'enseignement, ou plutôt de la méthode d'enseignement scolaire, qui favorisera la naissance d'un grand nombre d'écoles durant tout le Moyen-Âge. Ce système d'admonitio présente en outre l'avantage de répandre avec plus de fluidité la foi chrétienne. L'Empire carolingien devient le carrefour des échanges culturels. Les arts et les lettres d'horizons divers se rencontrent, se confrontent et s'enrichissent mutuellement. Ce que l'on nommera bien plus tard la Renaissance carolingienne.
Et ce sacré Charlemagne est-il réellement le père de l'Europe? Oui, dans une certaine mesure, car c'est le début d'une distinction entre Européens et les deux autres civilisations voisines, les Slaves et les Arabes. Mais l'empire des Carolingiens était aussi disparate que son territoire fut étendu. Une myriade de peuples aux langues, coutumes et valeurs différentes. Seule l'autorité de l'empereur faisant lien entre elles, alors même que ces sujets avaient peu conscience de faire partie d'un ensemble homogène. Le foisonnement culturel contribue aussi à l'éclosion d'une Europe chrétienne et romane, à travers la capitale Aix-la-Chapelle, idéalement située au centre du continent et aimantant tout ce que ce 8e siècle connaît d'érudits en tout genre. Intellectuels, artistes et lettrés seront les lumières en quelque sorte de ce 8e siècle européen. On l'appelait certes Pater Europaea. On désignait aussi l'Europe royaume de Charles. Mais comme en mirage, son empire s'éclipse sitôt son décès annoncé le 28 janvier 814. Le fils Louis le Pieux ne pourra empêcher la dislocation de l'empire qui dès lors vole en éclats avant que de nouveaux et nombreux États constitués s'y livrent désormais des guerres durant près de 1000 ans. Une Europe chrétienne, unifiée par Charlemagne, est donc une narration largement optimiste, promue notamment par Victor Hugo au XIXe siècle, mais il y a bien, cependant, un héritage civilisationnel européen menant à Charlemagne, notamment sur les plans culturels, religieux, politiques. Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie infiniment pour le temps que vous accordez, semaine après semaine, à ces contributions. À très bientôt pour un nouveau récit.